Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue bienvenue à ce webinaire de la RICS, co-animé par Fabrice Léger et moi-même, Aïda Chamcham. Donc, ce webinaire est en lien avec l'enregistrement des experts et la réduction des risques dans l'expertise immobilière. Avant de commencer, Charlie Jackson, qui est ici présente aussi avec nous en ligne, et qui est dans l'équipe Regulation, se tient à disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir à la fin. Donc, vous disposez d'un chat où vous pouvez choisir le destinataire pour toutes les questions que vous aurez et elle y répondra à la fin. Donc, c'est à la fin qu'on prend toutes les questions. Pour me présenter brièvement, donc je m'appelle Aïda Chamcham, je suis la responsable de la RICS en France. Je détiens une expérience de près de 7 ans en expertise immobilière au Canada, où j'ai travaillé sur les actifs immobiliers, commerciaux, industriels. Et depuis 2015, je me suis spécialisée en projets récréotouristiques. Je vais laisser la parole à Fabrice. Moi, je suis Fabrice Léger, je suis expert immobilier depuis 1991 et membre de la RICS depuis 2011. Et je vous ferai un petit retour d'expérience puisque j'ai eu à subir un contrôle de la RICS il y a quelques années, donc on va pouvoir parler de ça et évoquer les différents points qui concernent ce contrôle. Merci Fabrice. Alors, pour rappel, donc, ce webinaire, c'est vraiment plus pour vous aider à comprendre ce que vous devez faire en termes pratiques pour vous conformer aux exigences du Red Book et donc réduire les risques à la fois financiers et de réputation pour vous-même ainsi que vos clients. Le Red Book, en tant que tel, c'est je dirais, c'est la Bible de la RICS qui intègre les normes professionnelles d'évaluation. Aujourd'hui, pourquoi ce webinaire-là, vous allez dire, en fait, ce webinaire, c'est aujourd'hui dans un monde où on évolue, où le manque de données de transactionnelles, l'incapacité à effectuer des inspections, notamment avec Covid, la difficulté à obtenir des informations et avec aussi la pression montante des clients peuvent rendre très difficile la formulation d'une opinion de valeur. Donc, dans ce type d'incertitude-là, en matière d'évaluation, s'accompagne un risque accru tant pour le client et l'évaluateur. Donc, vraiment pour mettre en forme le but de ce webinaire. Hop là. Donc, ce webinaire, pour commencer, pourquoi la RICS réglemente? Donc, aujourd'hui, la RICS réglemente, l'objectif de la RICS est de maintenir un marché sûr pour les domaines du foncier, de l'immobilier et de la construction. Pour y parvenir, la RICS doit inspirer au public et aux clients la confiance dans la profession. Ce que je veux dire par là, c'est que le public fait confiance aux Chartered Surveyors pour certaines des questions les plus vitales de notre expérience, telles que la pénurie de logements, les besoins en infrastructure, mais il ne le fera que s'il a confiance en notre professionnalisme et notre dévouement au bien public, l'intérêt public. La réglementation donc permet à notre profession de démontrer ces qualités-là et les recherches de la RICS ont démontré que 4 clients potentiels sur 5 s'attendent à ce que un professionnel soit réglementé par un organisme professionnel. La réglementation de la RICS garantit aussi la réputation de la profession en matière de respect des normes, c'est-à-dire que on est en mesure d'identifier les professionnels qui ne répondent pas aux attentes du client et de reprendre des mesures disciplinaires de manière transparente. Il ne s'agit pas juste des personnes qui vont donner un avis, c'est vraiment protéger la protection et je dirais s'assurer donc du maintien professionnel que les FRICS, MRICS ou ASOCRICS peuvent avoir. Majoritairement en France, on est plus MRICS et donc ces professionnels assurent à ce que la qualification RICS reste une référence en matière de professionnalisme sur le marché de l'immobilier. Aussi, la réglementation permet d'aider les professionnels et les entreprises à répondre aux attentes du public. La grande majorité des Charter Surveyors sont des professionnels dévoués. La surveillance et le soutien et l'assurance réglementaire de la RICS, notamment par l'équipe de Charlie, permet d'acquérir une connaissance approfondie des conditions et des risques du marché. La RICS utilise ces informations pour fournir à la profession des orientations et des conseils sur ce que l'on attend d'elle, sur la façon dont elle peut répondre et sur la façon dont elle peut opérer à minimiser l'exposition des activités et donc les clients aux risques qu'ils peuvent avoir. Donc,
comme l'intitulé de ce webinaire l'expliquait, c'était qu'est-ce que l'enregistrement de l'évaluateur. Donc, si vous êtes membre de la RICS et que vous fournissez des conseils en matière d'expertise immobilière, vous devez donc vous inscrire au programme d'enregistrement des évaluateurs et vous conformer aux exigences des normes d'évaluation de la RICS, donc notamment à travers le Redbook. L'enregistrement des évaluateurs, c'est la norme en matière d'évaluation qui comprend un contrôle régulier des risques et une assurance qualité du travail des experts immobiliers par l'équipe de soutien et d'assurance de la RICS. L'équipe d'assurance veille à ce que les experts immobiliers, les évaluateurs respectent le Redbook et partagent les meilleures pratiques pour se conformer aux normes et aux procédures. Pour information, au sein de la RICS, donc la RICS étant une organisation aussi mondiale, il y a 16 500 registered valuers worldwide et 3 200 entreprises qui sont régulées, qui sont réparties dans le monde. L'enregistrement des évaluateurs ou des experts au Value Register, donc vous allez le voir au fur et à mesure du webinaire, on va utiliser le terme VR. L'enregistrement des évaluateurs est désormais obligatoire dans 214 pays, comme vous le voyez sur la carte présentée. Ce qui signifie que si vous êtes un membre de la RICS et que vous exercez des activités en expertise immobilière ou en évaluation dans l'un des pays en rouge, vous devez vous inscrire au système d'enregistrement des évaluations de la RICS. Vous constaterez que l'enregistrement est obligatoire dans tous les pays européens, sans exception. De même, je tiens à souligner que si vous travaillez en tant qu'expert immobilier pour une société régulée RICS, même si vous n'êtes pas vous-même membre de la RICS, votre travail d'expertise immobilière doit être effectué conformément au Redbook. Et si vous fournissez des conseils en matière d'évaluation dans l'un des pays rouges, comme mentionné, tous les travaux d'évaluation entrepris par les sociétés et les entreprises régulées enregistrées auprès de la RICS doivent être aussi conformes au Redbook et aux règles de la RICS. Aujourd'hui, en fait, vous allez me dire quels sont les avantages d'être enregistré en évaluation, donc Register Valuer. Les membres, l'enregistrement des évaluateurs est bénéfique pour toutes les parties prenantes impliquées, notamment pour les membres pour lesquels il constitue un gage d'intégrité et de compétence, leur conférant un avantage concurrentiel sur le marché. C'est aussi la référence en termes d'évaluation et d'expertise, et l'assurance professionnelle fournie par la RICS réduit le risque d'intervention de la loi dans la réglementation que cela peut avoir. Le renforcement de la réglementation permet également de protéger le public et donc les consommateurs et de leur donner une plus grande confiance, ainsi qu'aux prêteurs et aux investisseurs qui sont aussi rassurés et qui souhaitent une cohérence au niveau des normes entre les professionnels de l'évaluation. L'enregistrement des évaluateurs est aussi reconnu par les banques et les sociétés de crédit qui sont aussi, encore une fois, à la recherche de cette référence et de cette cohérence commune. Et pour la petite histoire, ce désir de cohérence, en fait, il a commencé en 1976 où il y a eu la première édition du premier Redbook et c'était à la demande, je vous dirais, des professionnels et surtout à la demande de pouvoir harmoniser les normes. Et depuis cette période-là, ça n'a fait que croître au niveau de cette réglementation-là. Les entreprises, donc on a parlé des banques, on a parlé des prêteurs, on parle aussi des assureurs, puisque aujourd'hui il y a une couverture appropriée en matière de responsabilité civile professionnelle pour couvrir le travail qui est effectué par les évaluateurs. J'ai mentionné au début, si possible, que les questions seront prises à la fin, parce que je vois une question qui vient d'arriver. Je quitte de la procédure, j'imagine, de la procédure pour devenir Registered Valuer, mais je pense qu'on y répondra à la fin. Et donc, comme ça, je le mentionne pour ceux qui nous ont rejoints après le début de la présentation. Pour les assureurs, la conformité qui est aussi en lien avec la confiance et donc encore une fois, l'harmonisation du métier et puis l'autorégulation professionnelle qu'il y a au sein des gouvernements et des professionnels du secteur public.
Donc, tous ces contrôles constituent une part du système d'enregistrement d'évaluateurs qui permet à tous de maintenir des normes élevées et puis surtout de minimiser les risques, que ce soit des évaluateurs, mais surtout le risque du public. L'approche de la RICS. Donc, une partie du processus de surveillance de la RICS consiste à effectuer des examens du travail des experts immobiliers. L'équipe de soutien et des assurances de la profession de la RICS, donc l'équipe Regulations, adopte une approche professionnelle et transparente et garde toutes les informations strictement confidentielles conformément au RGPD. Elle sélectionne les personnes à examiner en fonction du risque qui est déterminé de plusieurs façons. Donc, ce risque, il est basé à partir des informations que vous fournissez lorsque vous vous enregistrez, donc au niveau de la déclaration annuelle, et aussi à partir des renseignements qu'elle reçoit par les éléments que peuvent être au niveau des plaintes, au niveau des dénonciations ou des informations qui lui sont arrivées par d'autres moyens. Donc, pour vraiment dire que la RICS est transparente et claire à ce sujet-là. L'examen se concentre donc sur les questions clés et toute non-conformité aux exigences du Red Book seront évaluées par un examinateur en fonction des risques. Dans tous les cas, l'examinateur sera lui-même un expert expérimenté. Si les dossiers d'expertise immobilière contiennent des informations très sensibles, il peut être consulté. L'autre point, c'est l'examinateur partagera ses commentaires et les meilleures pratiques, expliquant ce que l'évaluateur doit faire pour combler les lacunes en matière de conformité et comment mieux se protéger. C'est ça. Donc après, oui, effectivement, il est préférable au niveau de la conformité. Donc, la mise en conformité est préférable à la répression, dans le sens où on va passer par une aide, un accompagnement, des conseils, plutôt que d'appliquer la loi et des mesures disciplinaires reste le dernier recours pour, je dirais, sensibiliser l'expert. Merci, l'évaluateur. Donc, dans cette section, on aborde la conformité et les réductions des risques. Donc, dans cette approche-là, ce qu'on aborde, donc, ce que veulent les utilisateurs de l'expertise immobilière. Donc, les utilisateurs de vos expertises immobilières veulent avoir l'assurance que l'expert immobilier est compétent d'abord et qualifié, qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt lorsqu'il entreprend son contrat. Ils veulent que tous les documents soient donc rédigés dans un langage clair, simple et concis, afin qu'ils soient faciles à comprendre et que tous les éléments techniques soient définis de façon à ce que justement on soit en conformité avec les normes professionnelles pertinentes et qu'il y ait une cohérence de sorte que s'ils font appel à un expert immobilier n'importe où dans le monde, ils savent qu'ils vont obtenir un équivalent et qu'on va pouvoir aborder le même langage. Comment se conformer et réduire les risques? Donc, en respectant d'abord les exigences du Red Book, vous assurez que votre rapport est adapté à son objectif et que votre client peut avoir confiance. Cela vous aidera également à vous défendre si vous êtes accusé de négligence dans la préparation de votre dossier et de votre rapport d'évaluation. Si vous ne vous conformez pas au Red Book, vous risquez de compromettre votre capacité à vous défendre contre une allégation de négligence. Puisque l'expert ne consiste pas seulement à fournir au client une opinion correcte de valeur en tant que tel, et c'est ce qu'on définit toujours pour les experts immobiliers. On dit que le travail de l'expert est de fournir une opinion de valeur dont la fiabilité peut être déterminée parce qu'elle a été obtenue en suivant une méthode complète, structurée, analytique, calculée et raisonnée. Et donc, pour cela, le Red Book, c'est vraiment un outil de gestion de risque et par conséquent, un livre pour ceux qui en sont familiers, tant mieux, et ceux qui intègrent la profession de vraiment se familiariser avec le Red Book. Comment se conformer et réduire les risques? Votre première ligne de défense, si vous êtes accusé de négligence, c'est de pouvoir dire que vous avez agi selon les règles. Si vous l'avez fait selon les règles, donc vous n'avez pas été négligent. Mais il ne suffit juste pas de se conformer au Red Book, vous devez aussi être vu en train de vous conformer
et cela nécessite une fiche d'audit et c'est votre première ligne de défense. Cette fiche est votre ligne de défense et donc qu'est-ce qu'elle doit inclure? Pour cette section-là, en fait, avant d'aller plus loin, et pour toute la suite de la présentation que Fabrice aussi va entreprendre, je veux faire quelques rappels de vocabulaire au niveau du Redbook. C'est parce qu'on va utiliser ces acronymes pour toute la fin de la présentation. Donc, les PS1, PS2 correspondent aux normes professionnelles. VP1 à VP5 correspondent aux normes techniques et de performance en matière d'évaluation. Et VPG1 à VPG10, c'est tout ce qui concerne les mises en pratique de l'évaluation. Donc, comme ça, vous pouvez comprendre quand on va faire la référence aux acronymes, à quoi on réfère sur soit les normes techniques, soit les normes professionnelles, soit les mises en pratique. Donc, au niveau des fiches d'audit, la première, donc vérification d'une implication antérieure, je vais passer rapidement dessus parce que Fabrice va plus détailler sur tous ces éléments-là. Les termes d'engagement réglés et conformes au VPS 1. L'inspection, les investigations de tierces au niveau du VPS 2 et VPG 1, 8. L'information comparable, l'analyse et la différenciation au niveau du VPS 2 aussi. Le calcul d'évaluation, la justification des notes et de calcul, le VPS 2. Et le rapport d'évaluation conforme au VPS 3. Donc, tout cela constitue vraiment les éléments à avoir au niveau de votre fiche, qui peut être sous format papier ou sous format électronique et qui doit être conservé de manière claire et logique dans vos dossiers. Je vais laisser la parole à Fabrice au niveau des normes. Ah oui? Ok. Donc, au niveau des normes, au niveau de la déontologie, compétences, objectivité, communication d'information. Donc, ce qu'on disait sur le PS2, ce qui sont les normes professionnelles de l'ARICS, donc il y a le PS1 et PS2. Donc, l'éthique, c'est vraiment vérifier tout conflit d'intérêt, vérification robuste et formelle des conflits d'intérêt qu'il pourrait y avoir lorsqu'on entreprend le rapport d'évaluation, consignation des résultats des contrôles des conflits d'intérêt, et inclure les contrôles indisciplinaires et les contrôles des activités connexes, la déclaration claire du statut de conflit dans les rapports de mission et d'expertise, et spécifier dès le début au niveau de son contrat qu'on ne va pas agir en dehors de ses compétences, de sa zone opérationnelle, de ses spécialités, et être en mesure de démontrer sa qualification par la tâche en conservant son CV à jour et les dossiers sur lesquels on a collaboré. Donc, vraiment, c'est le point important au niveau des normes professionnelles, au niveau de cette conformité-là. Et mettre à jour le dossier. Et donc, le VPS 1 qui est donc en lien avec les normes techniques. Les normes techniques, donc le terme du contrat et l'étendue de l'engagement. Donc, c'est ce qui va mettre en perspective sur quoi on s'est engagé avec le client. Donc, quand on s'engage avec le client, donc on va convenir des termes, des dates, des délais pour répondre au projet, qu'on va conserver les informations, bien sûr avoir la signature du contrat avant de commencer à entreprendre toute démarche d'évaluation, puis un dépôt s'il y a besoin de tenter un dépôt. Toutes les questions énumérées du VPS 1 donc, sont aussi incluses. Donc, quel site, le cadastre, la localisation, le plus d'informations possible au niveau du projet, avant de pouvoir avoir un contrat spécifique et non pas un contrat automatique qui est valable pour tous les projets. Donc, l'adapter. Un objectif clair et sans ambiguïté, donc définir le but de l'évaluation. En expliquant pourquoi on évalue, on fait l'expertise, dans quel cadre, et les indications claires sur l'étendue, les limites et l'utilisation du rapport. Si c'est pour du financement, si c'est pour une évaluation interne, expliquer. Et donc, mettre aussi en amont toutes les hypothèses prises en compte dans le rapport. S'il y a des hypothèses spécifiques,
et la portée de l'inspection qui doivent être aussi clairement expliquées. Si on a pu inspecter le site, tant mieux. Si on n'a pas pu, donc ça fait partie d'une hypothèse spéciale au niveau des hypothèses qu'on part que sur l'actif qu'il est sans ambiguïté au préalable. Donc, il y a un échec à remettre les termes, d'engagement fait courir un risque à la fois pour l'entreprise, pour le client, pour l'expert aussi, et pour toutes les parties prenantes du projet. Ok. Merci. Bien, je voulais compléter sur la partie contrat que il est important et c'est encore plus important dans l'immobilier de savoir qui est le client pour lequel on travaille. Le fameux Know Your Client et s'applique également à l'expertise immobilière. Donc, dans un contrat, il ne faut pas seulement mettre le nom de la personne que l'on a eu au téléphone, mais également la société, le CABIS, le RC, etc. Toutes ces choses qui constituent des preuves sur qui est la personne pour qui on travaille. Ensuite, effectivement, quel est l'objet de l'expertise, dans quel cadre il faut faire cette expertise, donc un financement, une vente, succession et autres. Lever naturellement les éventuels conflits d'intérêts. Hein. Ensuite, parler de la valeur. Quelle est la valeur qu'il va falloir déterminer? Quelles hypothèses? Est-ce qu'on est dans une valeur vénale libre ou occupée, etc. Quelles sont les méthodes qui seront employées et quel est le périmètre sur lequel on va devoir travailler? Donc, le périmètre, c'est l'adresse fixe du bien, naturellement. Mais si on se situe sur par exemple, une maison individuelle, eh bien, ne pas hésiter à mettre les références cadastrales. Ça permet de limiter le bien qu'on a à expertiser et donc limiter notre responsabilité. Si on est en travail sur des lots de copropriété, eh bien, il faut mettre les numéros de lots de copro. Comme ça, on est sûr de travailler sur l'ensemble des lots qui nous sont assignés et de ne pas se tromper de périmètre. Au niveau de la responsabilité, il faut dire ce que l'on va faire et ce que l'on ne va pas faire. Par exemple, au niveau des surfaces, on n'est pas forcément habilité à aller faire un métré. Il faut laisser ça à un géomètre expert qui est professionnel en la matière. Et donc, il faut bien le mettre dans le contrat, hein, que ça sera en fonction des éléments qui nous seront communiqués et que si on n'a pas de preuves tangibles, il faudra effectivement faire appel à un géomètre expert. Mettre que l'on a naturellement une assurance, il faut prouver que l'on a une assurance, donc mettre la police d'assurance et limiter notre responsabilité. Vous pouvez très bien mettre dans le rapport que pour cette mission, alors je suis assuré auprès de telle compagnie d'assurance, numéro de police, et pour cette mission-là, je vais limiter ma responsabilité à 5 millions d'euros, par exemple. Mais ne pas hésiter à limiter cette responsabilité. Au niveau de la compétence, qui va faire le dossier? Est-ce qu'il y a une équipe dédiée? Est-ce qu'il y a un pilote? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fera le contrôle qualité? Qui va engager le nom de l'entreprise et va signer le rapport? Tout ça doit être mis dans le contrat. Même lorsque l'on est indépendant, petit expert seul, il faut mettre que bien voilà, Fabrice Léger, même si c'est Fabrice Léger tout seul, eh bien, il doit mettre dans son contrat que c'est bien Fabrice Léger qui fera le dossier. Même si ça paraît une évidence, c'est une remarque que l'on m'avait faite à une époque. Donc, il faut bien le mettre dans le contrat. Pour les experts qui travaillent seuls également, il faut arriver à prouver qu'on a conclu un contrat avec un autre expert en cas d'impossibilité de faire le dossier. Imaginez, vous avez signé un contrat, vous devez faire le job, mais entre-temps, vous avez eu un accident de voiture ou autre, vous n'êtes pas dans la capacité de faire le job. Donc, soit le client ne veut plus, vous dessaisit du dossier, soit il demande à ce que ce soit fait. Donc, il faut que vous ayez prévu de signer un accord avec un expert partenaire qui prendrait le relais au cas où. Donc ça, c'était également une remarque qui m'avait été faite à une époque. Hein. Donc, il faut prévoir ces accords-là avec un autre expert, a priori qui serait ex. Dans le contrat, vous devez également stipuler quelle sera la forme du rapport que vous devrez rendre. Et puis, naturellement, au niveau des honoraires, les frais, la TVA, etc. Il faut bannir les honoraires qui seront un pourcentage de la valeur, puisque là, on arriverait à un conflit d'intérêts, hein, plus le calendrier d'intervention. C'est important pour que vous puissiez
voilà, un expert a une obligation de moyens. La seule obligation de résultat qu'il ait, c'est de rendre son dossier en temps et en heure. Ensuite, au niveau des visites, donc le VPS2 traite des visites et des investigations qui doivent être en lien avec l'évaluation. Les notes de visite doivent être sous forme écrite, papier ou en fichier informatique, mais d'expérience, les photos seules ne suffisent pas. Même si un expert va vous prendre 50 photos pour un appartement qu'il aura expertisé, il faudra qu'il y ait également des notes et pas uniquement les photos dans le fond de dossier. Ça permet de démontrer que l'évaluateur a inspecté et a noté toutes les zones pertinentes du bien estimé. Les sources d'information doivent être vérifiées dans la mesure du possible et l'évaluateur doit faire preuve d'un certain scepticisme professionnel. Il faut douter de tout pour s'assurer que l'information est fiable. Si le manque d'information signifie que vous devez émettre des hypothèses, eh bien celles-ci doivent être convenues avec le client et précisées dans l'engagement et dans le rapport d'expertise également. Ensuite, VPS2 interagit avec BPG8 qui concerne l'évaluation des actifs immobiliers. VPG A8 comprend une liste d'items qui affectent généralement la valeur d'un bien et constitue un aide-mémoire utile pour l'évaluateur. On parlera de visite, est-ce qu'elle a été complète ou partielle, quel est l'environnement et l'impact de l'environnement sur le bien, quel est l'urbanisme et l'impact de l'urbanisme sur le bien en question. Ensuite, en plus des inspections et des études, VPS2 impose la conservation des dossiers d'évaluation appropriés dans un format qui peut être sous forme papier ou bien sous forme électronique. Ce qui est important, c'est de conserver de toute façon un dossier qui sera signé, prêt à être ressorti quelques années plus tard, si nécessaire. Ce qui est important, c'est que toutes les investigations, analyses et contributions soient documentées, conservées dans un dossier pour que vous puissiez vous y référer à la date ultérieure si nécessaire. Et également, il est important, si vous êtes dans une entreprise, vous avez plusieurs experts qui vont faire le job et imaginez que vous ayez un de ces experts qui un jour vous quitte, eh bien, il va falloir que vous puissiez défendre un dossier si plus personne n'est là, et donc il faudra que les notes soient vraiment bien répertoriées et que le dossier soit bien classé au niveau archivage pour que vous puissiez tout retrouver. Il n'y aura pas que la mémoire de l'absent qui devra compter, mais toutes les notes. Pour que les informations soient incluses dans le rapport d'évaluation, il est important qu'elles figurent également dans les notes de travail. Donc, quand vous aurez un contrôle, on vous demandera non seulement le dossier que vous avez réalisé, le dossier final signé, mais également toutes les notes que vous avez pu prendre. Donc, le fond de dossier, la documentation que vous avez reçue, tout ce que vous avez demandé, également la levée du conflit d'intérêt, ça vous devez avoir une note écrite là-dessus. C'est pas uniquement l'avoir dans le rapport d'expertise, il faut avoir une note dans le fond de dossier et l'ensemble des études et analyses de marché qui doivent ensuite être intégrées au rapport. Donc, c'est la règle de base et si ce n'est pas écrit, ça ne s'est pas produit. Et si ça ne s'est pas produit, l'évaluateur, le client et l'ensemble des parties prenantes peuvent être mises en danger sur des problématiques de valorisation. Ensuite, le processus d'évaluation, le manque de données accessibles peut signifier que les évaluateurs peuvent avoir des informations limitées sur lesquelles fonder leur jugement, ce qui introduit un risque très clairement pour la fiabilité du dossier. Et si vous décidez d'accepter une instruction et de porter un jugement d'évaluation, eh bien, le Redbook vous dit que vous devez mettre ce jugement dans un contexte clair dans votre rapport d'évaluation. Cela signifie que vous devez expressément attirer l'attention sur le problème
et commenter et expliquer. En fait, d'une façon générale, un expert ne peut pas faire ce qu'il veut, ne peut pas tout écrire, mais de toute façon, il faudra qu'il justifie toujours tout. Le à dire d'expert n'existe plus et il faudra toujours que l'expert puisse justifier, argumenter. Nos clients sont de plus en plus professionnels et ils ont parfois même des connaissances supérieures aux nôtres sur certains types d'actifs. Donc, très clairement, il faut savoir argumenter et défendre son expertise. Donc, c'est pour ça que vous devez expliquer pourquoi vous croyez que la valeur est ce que vous pensez qu'elle est et quelles preuves vous avez pour soutenir votre argumentaire et comment êtes-vous arrivé à ces différentes conclusions. Voilà. Et pareil, si vous appliquez une décote ou une prime à la valeur du bien, attention, il faut arriver à la justifier. Le fait de dire j'applique une décote de 30% sans pouvoir justifier, c'est relativement hasardeux et là c'est potentiellement un risque que vous faites courir à votre entreprise en termes de réputation et un risque que vous faites courir aussi à votre client. Ensuite, le VPS 3 du Redbook traite du contenu minimum du rapport d'expertise. Donc, le rapport d'expertise, il est important qu'il reflète l'ensemble des points qui ont été convenus, qui ont été arrêtés avec le client dans le contrat, et que tous les points énumérés dans ce document soient traités. Donc, une chose qui sera également importante à voir, c'est attention à la chronologie des différentes dates dans le rapport d'expertise. Puisque vous avez plusieurs dates qui vont venir s'entrechoquer. Vous avez la date qu'il faut mettre dans le rapport, date de signature du contrat. Ensuite, vous aurez la date de rédaction du rapport. Avant, vous aurez la date de visite. Et la date de visite ne peut pas être antérieure à la date de signature du rapport, du contrat. Et puis, vous avez la date de valeur. La date de valeur qui ne pourra jamais être postérieure à la date de signature du rapport. Donc, en revanche, elle pourrait être très bien antérieure à la date de signature du contrat. Donc, ces différentes dates, il faut faire attention que ça ne vienne pas s'entrechoquer et qu'elles respectent bien une certaine chronologie. Ensuite, au niveau du VPS 4, qui traite de la valeur, des hypothèses de travail et des hypothèses spécifiques. Ça démontre la compréhension de l'évaluateur par rapport à la mission qui lui est confiée. Il va sans dire que l'évaluateur doit utiliser la bonne valeur avec la bonne définition, sinon la validité de l'évaluation peut être remise en question et la crédibilité professionnelle de l'évaluateur également. Si vous évaluez un bien immobilier selon les normes d'évaluation nationales, conformément à une loi locale, vous devez toujours suivre les exigences du Redbook, néanmoins. Mais la valeur de base, la valeur que vous aurez estimée, sera souvent tirée des normes nationales, voilà, tout en respectant naturellement le Redbook. Dans la grande majorité des cas, vous pouvez vous conforter au Redbook et aux normes locales. Vous ne devez pas choisir l'un ou l'autre, vous devez respecter les deux très clairement, surtout lorsqu'on est VR. Les hypothèses de travail sont fondamentales pour l'évaluation et l'hypothèse incorrecte peut conduire à une valeur incorrecte. Donc, les hypothèses sont souvent la conséquence de lacunes dans les connaissances de l'évaluateur, soit parce que l'évaluateur n'a pas été en mesure d'obtenir les informations nécessaires, soit parce que l'évaluateur a convenu avec le client de ne pas enquêter sur certaines questions et d'accepter que la question est vraie sans enquête ou vérification spécifique. Tout ce que vous ne savez pas avec certitude doit être couvert par une hypothèse raisonnable. Pendant la pandémie, par exemple, la pandémie du Covid, vous avez peut-être constaté que vous avez dû faire plus d'hypothèses que d'habitude, car les informations étaient beaucoup plus difficiles à trouver.
Si vous pensez devoir faire trop d'hypothèses, ou si les hypothèses que vous êtes obligé de faire dans les circonstances ne sont pas raisonnables, alors vous devez refuser la mission, très clairement. Si vous allez évaluer une propriété en supposant qu'elle dispose d'un permis de construire, alors que vous savez pertinemment que le permis de construire n'a pas encore été délivré, il faut le mentionner. Hein, et il s'agit d'une hypothèse spéciale d'expertise qu'il faudra véritablement noter pour la bonne compréhension du lecteur. Sur la partie VPS5, cela couvre les méthodes, les approches, les méthodes d'évaluation. Donc les trois approches classiques, méthode par comparaison, méthode par revenu et méthode par le coût. Voilà, il va sans dire que si on n'utilise pas la bonne méthode d'évaluation, on obtient une valeur qui sera erronée, ce qui fait courir un risque aux clients et aux parties prenantes. Donc, bien faire attention aux méthodes qu'on va utiliser. Et puis, il y a toutes les autres méthodes qui sont susceptibles d'être utilisées, notamment lorsqu'on va expertiser un cinéma, on va parler de valeur au siège, au fauteuil. Sur des cliniques, maisons de retraite, on sera sur de la valeur au lit, ou sur de l'EBITDA, on travaillera sur du chiffre d'affaires et de l'EBITDA. Donc, toutes ces méthodes-là seront importantes à décrire. Déjà, elles devaient être décrites en amont dans le contrat. Elles devront également être décrites dans le rapport d'expertise pour la bonne compréhension, là encore, du lecteur. Donc, il faut à chaque fois justifier naturellement la méthode qui sera retenue pour éviter toute contestation. Sur la suite, à la fin du Redbook, vous avez une dizaine de mises en pratique qui sont expliquées et qui concernent l'application et la mise en œuvre des normes dans des contextes spécifiques. Bien qu'elle ne soit pas obligatoire, la conformité au contenu de chaque VPGA est essentielle. Tout écart par rapport aux directives doit être expliqué. Voilà, l'expert doit justifier dans son rapport d'évaluation pourquoi il n'a pas pris telle et telle méthode d'expertise. Ensuite, alors, les problématiques courantes qui ont pu être détectées lors de contrôle de l'ARIX. Alors, les erreurs les plus courantes que l'ARIX constate sous PS2, parfois c'est l'incapacité de l'évaluateur à démontrer sa compétence pour effectuer des évaluations dans une zone géographique particulière, ou pour un type particulier d'actif. Quelqu'un qui serait spécialisé dans les centres commerciaux et qui s'essaye sur un château sans avoir jamais fait, ça sera un peu compliqué. Donc voilà, il faudra quand même arriver à prouver la capacité à faire. La RxCS constate également que certains experts ne font pas les vérifications préalables de l'application et des différents conflits d'intérêts. Donc, il faut faire attention à ça. Ça doit être stipulé et dans le contrat et dans le rapport d'expertise que l'ensemble des conflits d'intérêts ont pu être levés, s'il y en avait, mais en tout cas, absence de conflits d'intérêts ou traitement des dits conflits d'intérêts. Également, la RICS constate que certains rapports d'expertise ont été signés par un expert immobilier alors que le rapport avait été fait par quelqu'un d'autre. Hein. Donc, il faut faire attention que la personne qui signe le rapport doit être un expert qui va assumer la responsabilité du rapport. Et si vous signez un rapport d'expertise que vous n'avez pas préparé vous-même, vous devez avoir au moins supervisé sa préparation et en assumer la responsabilité. Vous devez être prêt à répondre à des questions détaillées à son sujet en cas de contestation par le client. Donc ça, c'est également un point important. Dans le cas du VPS 1, il arrive parfois que le contrat ne soit pas signé.
ce qui expose l'évaluateur à un risque important. Alors, il a reçu un accord par mail et il n'a pas encore reçu l'ordre de mission signé. Donc, c'est un véritable problème pour la conformité de la mission de l'expert en cas de contrôle. Les termes du contrat sont la preuve de ce que vous avez arrêté avec le client. Donc, si vous ne les avez pas, ce sera votre parole contre la sienne. Ça peut être problématique. La RICS voit également de nombreuses hypothèses de travail qui sont génériques et plutôt que particulières dans le contrat, ce qui signifie que le client ne peut pas forcément savoir exactement ce que l'évaluateur va faire et ça expose l'évaluateur à un risque de critique. Hein. Donc, il faudra vraiment à chaque fois, avant d'envoyer un contrat, hein, savoir exactement ce que le client souhaite et passer un long moment avec lui pour qu'il puisse vous dire exactement ce qu'il attend de l'expertise immobilière et pourquoi il veut cette expertise immobilière. Donc voilà, afin que vous partiez dans la bonne direction et que vous ne soyez pas sur les mauvais rails et que vous arriviez à une valeur qu'il n'attendait pas du tout parce que ce n'est pas la bonne hypothèse de travail. Les contrats parfois également omettent l'objectif de l'expertise ou indiquent que l'objectif sera de donner une opinion sur la valeur marchande. Ce n'est pas un but. Le but, c'est pourquoi le client veut cette évaluation. Est-ce qu'il a besoin d'un financement? Est-ce qu'il le vend? Est-ce que c'est une succession? Donc, tout ça, c'est important. Le fait il veut juste savoir la valeur de son bien n'est pas un but en soi. Hein. Les examens de la RICS montrent également souvent que les tendus et les limites de la diligence des évaluateurs sont omises ou trop limitées. Hein. Il faut être très explicite sur ce que vous ferez et ce que vous ne ferez pas. Je répète, le sujet des surfaces, eh bien, il faut confier ça à un géomètre expert et ne pas s'amuser à aller prendre des surfaces soi-même et engager sa responsabilité sur ce que l'on n'est pas forcément capable de faire. De même, les évaluateurs omettent souvent de dire aux clients d'où ils vont obtenir leurs informations, d'où ils vont, quelles seront leurs sources. Hein. Et donc, c'est important de pouvoir, dès le départ, travailler sur les bonnes sources et dire sur quoi on s'appuiera pour travailler le dossier d'expertise immobilière. La règle de base est de ne rien avoir dans votre rapport d'expertise qui ne soit pas étayé par une note de dossier. En fond de dossier, toute note sera là pour justifier justement ce que vous pourrez écrire dans le dossier d'expertise. Donc, en ce qui concerne VPS2, la RICS voit souvent des notes d'inspection qui sont illisibles ou pas suffisamment structurées dans les dossiers. Attention, ça ne doit pas être un brouillon, ça doit être vraiment quelque chose de clair. Je dis ici, le collaborateur qui a rédigé ces notes quitte l'entreprise et vous serez bien embêté pour aller défendre un dossier si vous n'arrivez pas à relire ces notes. Donc, c'est important que tout soit au clair, tout soit au carré lorsque le dossier est archivé juste après le règlement du client. Et donc, ça doit faire partie des contrôles avant le classement qu'il y a bien l'ensemble de ces notes. Des notes qui peuvent être trop brèves, c'est pas conforme à ce que souhaite le Redbook. Hein. Il faut qu'il y ait voilà, suffisamment de détails sur et la description du bien et le marché et avec qui on a visité et même vous pouvez avoir des notes que vous pourrez remettre dans le rapport d'expertise, dire voilà, je me suis déplacé à l'urbanisme, j'ai eu un entretien avec le responsable de l'urbanisme qui m'a déclaré ça, ça et ça, et c'était monsieur un tel, et c'était tel jour à telle heure. Et ça, vous avez ça en note, et après, vous pouvez le mettre dans votre rapport d'expertise. Donc, si vous utilisez également des documents provenant de sources externes, tels que des plans ou des informations du client, assurez-vous que la source y est indiquée afin de pouvoir prouver qu'ils proviennent d'une source fiable. Hein. Par exemple, on vous donne un plan. Si ce plan
n'est pas daté, vous ne pouvez pas savoir si c'était l'état de l'immeuble en 1950 ou aujourd'hui. Donc, ce sont des éléments importants que vous pourrez d'ailleurs, que vous devrez remettre dans le rapport d'expertise. Le processus d'évaluation est également couvert par le VPS 2. Et à cet égard, des preuves comparables sont souvent non datées, non sourcées et n'ont pas été analysées. Donc, il faut que l'expert soit en mesure de démontrer où il a trouvé l'ensemble des données qu'il expose dans son dossier expertise, et qu'il a vérifié leur fiabilité et qu'il les a analysées. La RxLS constate souvent qu'il n'y a pas de calcul d'évaluation ou de justification d'évaluation dans le dossier, mais il y a un calcul, mais aucune justification pour les paramètres. Bien que le rapport puisse expliquer cela, il faut qu'avec les notes sur votre processus de réflexion, devraient également figurer les documents de travail qui sont au dossier. Dans un marché opaque, j'ai perdu la ligne. Je suis là. Dans un marché opaque où les preuves transactionnelles sont manquantes, voilà, il peut être difficile de prouver une valeur, donc il faudra une justification solide au dossier et c'est essentiel pour atténuer tout risque. Donc il faudra à chaque fois justifier et le faire dès le début, au moment de la rédaction du dossier. Ça évite de devoir ensuite aller chercher des justifications en cas de contrôle. Comme on le disait tout à l'heure, il faut éviter les primes arbitraires ou les abattements arbitraires. Il y a même des articles qui paraissent dans la presse avec des préconisations d'abattement de tant de pourcents pour telle ou telle situation. Attention, c'est pas forcément ça ne fait pas forcément loi et ça pourrait se retourner contre vous. En tout cas, il faut étayer l'ensemble et justifier l'ensemble des primes et abattements qui sont intégrés au rapport d'expertise et à la valorisation. VPS 3 couvre le contenu minimum des rapports d'évaluation et un défaut de conformité courant est que l'identité ou les identités des évaluateurs sont omises. Par exemple, un évaluateur peut avoir signé un rapport, mais n'avoir indiqué nulle part dans le rapport qu'il était également l'évaluateur responsable. Ça, il faut à chaque fois le signifier. Il faut également, si vous signez le rapport en tant qu'expert, vous devez être prêt à défendre votre travail. Votre rapport d'expertise doit indiquer vos investigations, d'où vous avez obtenu vos informations, ce que vous n'avez pas enquêté, ce que vous avez supposé du fait de ne pas avoir mené telle ou telle investigation. Ces domaines sont ceux où un risque important réside. Comme quand vous ne faites pas quelque chose, eh bien, alors que vous auriez dû le faire, ça peut être une problématique. Donc, les évaluateurs également incluent souvent une liste de comparables dans leur dossier d'expertise. C'est très bien, il faut étayer. En revanche, aucune explication sur la façon dont ces informations ont été utilisées pour éclairer l'opinion de l'évaluateur sur la valeur n'est indiquée. Donc, il ne faut pas se contenter de donner des éléments de comparaison et dire donc on arrive à temps. Donc, il faut à chaque fois détailler chaque élément de comparaison et dire pourquoi on le retient, pourquoi on ne le retient pas. Même parfois mettre des photos des éléments de comparaison, ça peut être très parlant. Donc, ça peut être utile dans la compréhension du dossier. L'un des problèmes également les plus courants est que
les évaluateurs parfois font des copier-coller ou des coupés-coller d'anciens rapports. Donc attention, là c'est vraiment source d'erreur. Autant prendre une trame vierge dès le départ plutôt que de prendre un vieux dossier où on risque de laisser des parties qui n'ont rien à voir avec le bien expertisé. Donc, même si ça n'engage pas la responsabilité de l'expert, ça peut pas forcément donner une bonne image de l'expert. OK. Ensuite, le VPS 4 concerne les valeurs de base, donc la valeur, les hypothèses et les hypothèses particulières. Et plus vous serez précis dès le départ, plus vous serez sécurisé. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça demande un long entretien avec le client pour comprendre ses attentes. Enfin, n'oubliez pas que les termes d'engagement sont un document vivant. Donc, le contrat est un document vivant. Et si quelque chose change au cours de l'instruction, si pendant votre mission, votre client vous dit bah, tiens, en fait, vous ferez également la valeur locative et puis telle et telle autre hypothèse de travail, eh bien, il faut faire un avenant. Il faut faire soit alors vous refaites complètement le rapport, soit vous faites simplement un avenant qui sera contresigné par le client. Ça permet d'être au carré au niveau du contrat par rapport au dossier qui sera livré. Et n'oubliez pas d'augmenter les honoraires à ce moment-là. VPS 5 concerne les méthodes et les techniques d'évaluation de l'ARIX. Et l'ARIX constate parfois un manque de clarté autour de la méthodologie et de l'absence d'indication des méthodes et des techniques qui seront utilisées. Le client a le droit de savoir quelle approche vous avez adoptée et comment vous êtes arrivé à votre opinion sur la valeur. Parfois, l'évaluateur a adopté une méthode qui pourrait être incorrecte et ça a produit une valeur incorrecte, donc ce qui peut entraîner des problèmes majeurs avec le client et la possibilité d'une action disciplinaire de l'ARIX. Donc, il faut faire attention à ça dès le début. Et il est très difficile de défendre une mauvaise méthode. Alors, assurez-vous que la méthode que vous utilisez est la bonne pour la mission qui vous a été confiée. Donc, à retenir, donc créer toujours une fiche d'audit dans un dossier. La meilleure défense contre une plainte, c'est d'avoir fait les choses dans les règles. Et votre première et meilleure défense contre la plainte, c'est la capacité de dire j'ai fait les choses dans les règles. Si j'ai fait les choses dans les règles, je n'ai pas été négligent. Donc le client, même s'il n'est pas d'accord avec votre expertise, eh bien vous avez suivi les exigences du handbook. Vous n'êtes pas là pour lui faire plaisir, vous êtes juste là pour lui faire un bon boulot. Et donc, même s'il n'est pas d'accord sur la valeur, si vous avez fait le job, il n'y a pas de souci. Le respect du Redbook est également conforme à la règle 4, la règle des 4 règles, pardon, et stipule que les membres doivent effectuer leur travail professionnel avec des compétences, le soin, la diligence nécessaire, en tenant compte des normes techniques. Voilà. Donc, ensuite, il y a, je laisse Aïda. Merci Fabrice pour ce récapitulatif des meilleures pratiques pour l'expertise immobilière en lien avec le respect du Redbook. Donc, dans cette diapositive, c'est présente différents liens vers le site de la RIX. Donc, notamment, le premier, c'est le global, les standards, les normes internationales du Redbook. Ensuite, il y a les différents autres liens qui vont être particuliers au cas par cas. Donc, il y a aussi le lien avec la réponse de la RIX avec Covid sur le soutien et l'accompagnement des entreprises qui sont régulées, les différents événements qu'il y a. Et puis surtout, en fait, pour ceux qui veulent, il y a aussi la communauté de la RIX Insight Community, où vous pouvez aussi être en lien avec d'autres groupes Valuation. Que ce soit des groupes francophones, mais pas seulement. Et
Donc, n'hésitez pas à vraiment consulter les différents liens du site de l'ARIX. Et puis, merci à toute l'équipe, merci à Charlie Jackson qui est avec nous disponible. Donc, Charlie Jackson, j'ai mis son lien puisqu'elle est, elle est dans l'équipe de Regulations. Donc, s'il y a des questions spécifiques auxquelles elle peut vous répondre, son email est là. Et puis, voilà. Merci Fabrice, merci Ebi, Charlie qui sont là. Je vais regarder les questions qu'il y a eu sur le chat. Donc, si vous avez des questions en ce moment, n'hésitez pas. On a quelques instants pour y répondre. J'ai vu que Charlie a répondu à différentes questions qu'il y a eu. Donc, je repasse juste s'il y a eu des questions auxquelles on... Donc, au niveau de la procédure, donc la première question qui était en lien avec à la fois et la procédure et le coût de l'enregistrement pour devenir VR. Charlie a partagé le lien, donc encore une fois, il est disponible sur le site internet. Elle a partagé le lien sur le chat. Il y a eu ensuite une question. La nation, en quoi l'expertise de conformité garantit ce point? Je suis très sensible à l'expertise. Je pense que Charlie a répondu aussi. Oui, donc la réponse de Charlie en lien avec la question était je suis très sensible à la notion de confidentialité, en quoi l'expertise RICS de conformité garantit ce point. Donc la réponse, l'auditeur VR examinera le dossier d'examination pour s'assurer que tous les documents qui doivent être inclus dans la note, dans la fiche d'audit s'y trouvent et qui sont conformes aux exigences donc techniques VPS 1 et VPS 5 du Redbook. L'auditeur n'est pas intéressé par l'identité du client ni l'endroit où se trouve le bien ou toute autre information sensible. Les fichiers peuvent être expurgés des informations, enfin, les fichiers peuvent omettre toutes les informations sensibles avant d'être montrées à l'ARIX, mais l'ARIX se conforme aux règles donc RGPD et les politiques de confidentialité disponibles aussi sur le site de l'ARIX. Ah, effectivement, c'est une question que j'avais posée moi lorsque j'avais été contrôlé. J'avais demandé à ce que l'ARIX me garantisse que les dossiers que je transmettais restaient confidentiels et qu'il n'y aurait pas de problème à ce niveau-là. Et donc, sans avoir reçu de NDA, j'ai eu cette assurance. On m'a dit qu'il n'y a pas de sujet. On est un organe de contrôle et au sein de l'ARIX, les gens ont tous signé des clauses de confidentialité en interne. C'est voilà, donc il n'y a pas de sujet de demander de signature de NDA à la RICS si vous avez un contrôle. Voilà. Voilà. Je pense qu'on n'a pas reçu d'autres questions. En tout cas, il reste quelques instants avant qu'on mette fin. J'ai vu passer une question sur des plans et des surfaces. Effectivement, si on n'a ni plan ni surface, c'est ce que je disais, il faut demander à ce que le client produise ces éléments-là. Vous avez un devoir de conseil et d'information vis-à-vis de votre client. Eh bien, il faudra lui dire que le job ne pourra pas être fait correctement si on n'a pas au moins ces éléments-là. Donc, soit il fournit quelque chose et ça sera sous réserve de confirmation par un géomètre expert, soit il mandate un géomètre qui lui fera le job et vous aurez du coup des plans fiables et des surfaces fiables. Voilà. Mais surtout, ne prenez pas un télémètre, n'allez pas vous-même faire les relevés. Trop compliqué. Parfait. Merci Fabrice. Et puis la question en lien avec pour télécharger le support du webinaire, en fait, le webinaire va être disponible en ligne. Donc pour ceux qui se sont inscrits, ils recevront les liens de mise en ligne de ce webinaire-là. Beaucoup de lignes. Alors, une question. Quelles sont les avancées récentes ou attendues réglementaires ou non qui participent à la régulation du secteur de l'expertise? Merci pour vos travaux en ce sens. Quelles sont les avancées? Charlie? Hello. Hello. So we have a question regarding the regulations in terms of like what are the recent information regarding the regulation on which the valuation sector is being part of. So
the review? No, les avancées récentes ou attendues. So, where are, in terms of like les avancées récentes ou attendues réglementaires ou non qui participent à la régulation du secteur de l'expertise immobilière avancée. The challenges that the recent challenges are expected within the part of the regulation of the valuation sector. I mean, from RICS's perspective, so far we haven't had any challenges because I mean RICS, as you know, is global, and you know in those 214 countries where Red Book is mandatory, you know we find that our members are very professional. They understand, you know, that regulation is a good thing, that it raises standards, that it protects them, it protects their clients. And actually everybody's being very cooperative and open to us kind of helping them improve. So actually at the moment, on the regulatory side, there actually aren't that many challenges. You know, standards are improving across the world. We're seeing better and better compliance with Red Book, you know, better and better standards. People are more cooperative every year. So actually regulation is in a pretty good place at the moment. Okay. Does that answer the question? We have one last question that we'll take. On prend une dernière question, il y en a pour être MRICS. Alors, la question qu'on a eue, donc pour avoir le mail de la RICS en France, on va le partager sur le groupe LinkedIn. Comme ça va être disponible pour tout le monde si jamais il y a besoin pour la RICS en France. Ensuite, l'autre question, donc la question qu'on a d'un banquier. So the question that we have from a bank, from someone working at the bank, is regarding the fact that he used 2 experts in general for every project. And his question is says, can he rely on the average of the 2 values that he has and see if the gap is more than 30%? Well, that's an impossible question to answer, really, because you don't know what those valuers have done. So if one valuer has taken the correct approach and the other valuer has taken an incorrect approach, that would mean the gap could be very big, and an average wouldn't give you the right answer. Or it could be that they've adopted different assumptions. You know, one might have assumed one positive thing about the property and the other one assumed a negative thing about the property, and that would affect the value. So it's dangerous just to take an average. It's meaningless, really, without understanding exactly why the valuers did what they did. What did they think? What did they assume? You know, you need to look deeper into those valuations, really. J'ai eu à travailler sur justement des différents dossiers qui avaient été réalisés par plusieurs experts sur le même type de bien, sur le même bien d'ailleurs, et effectivement on arrivait à parfois à des valeurs très très différentes, et on s'était rendu compte que il y avait une problématique d'appréciation des éléments de comparaison. On était sur un terrain qui faisait plus de 50 000 m², et certains experts avaient pris des éléments de comparaison de terrain de plus de 20 000 dans le secteur, et d'autres avaient pris des éléments de comparaison de terrain de 200 m². Donc on pouvait faire de l'habitation. Et clairement, du coup, on n'était pas sur le même prix au mètre carré, on arrivait à des valeurs qui étaient complètement aberrantes. Donc, attention au choix et à l'argumentaire de l'expert et au choix des éléments de comparaison qui avaient été exposés dans les dossiers d'expertise. Okay. Merci Fabrice. La dernière question, y a-t-il un lien sur la marche à suivre pour être MRICS en France? Il faut écrire au mail INIA candidatesupport@rics.org si vous voulez devenir, vous connaître les démarches pour devenir membre de la RICS. En France et au Maroc. Oui, en France et au Maroc, effectivement. En français, et tout à fait en français.
Pour la personne qui a envoyé aussi le RIX mail RIX France, ça sera partagé aussi en lien. Sinon, sur IEMUA Candidate Support, on pourra vous mettre en relation pour ça. Donc voilà, bah, écoutez, merci à toutes les personnes qui se sont présentées. Merci Fabrice, merci Abby qui est à l'arrière, merci Charlie. Et puis à bientôt. Close. Au revoir.